Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 5 du podcast NetApp. Mon nom est Yann Bizel et je suis avec mes deux compères Yves Weisser. Salut mes canards. Et Guillaume Sovinski, bien sûr. Bien sûr, oui. Salut les gars, salut les filles, salut tout le monde. Donc déjà, comme il se doit, on va être obligé de souhaiter la bonne année à nos nombreux auditeurs. Donc bonne année, meilleurs vœux, tout le meilleur pour 2022 et 1. Ou 22. Ou pour 2022. Voilà. Peut-être qu'on peut directement souhaiter la bonne année 2022. Mais du coup, 2021, c'est l'année où ce podcast sera en public. Parce que là, on était limité par... Il y a tellement de gens qui voulaient rentrer dans la salle pour nous écouter. On est obligé de dire non parce que c'était pas en phase avec les règles de distanciation. C'est quoi ? C'est pas social, c'est la quoi ? La distanciation physique. Et donc, on est très heureux de vous annoncer que dès le confinement terminé, nous vous accueillerons tous. Alors, on ira par paquet de 10, je pense, assister à notre podcast en direct, en live, dans un studio à La Défense, Tour Ariane. J'avais noté Stade de France. Bon, on n'a pas dû avoir les mêmes informations. C'est 2022, ça. Alors, une petite note déjà pour demander à chacun. Alors, si vous appréciez ce podcast et si vous le trouvez utile... Non, alors si vous l'appréciez plutôt, allez sur votre plateforme de podcast et puis notez. Et puis mettez de 1 à 5 étoiles. Alors, sachez qu'on a déjà quelqu'un qui a voté 1 étoile sur le podcast, sur Apple Podcast. Bouh. Je pense que c'est un concurrent. Malheureusement, on ne saura jamais parce que les votes sont anonymes, forcément. Mais du coup, il faut rattraper ça. Et si vous pensez que du bien de ce podcast, il faut mettre forcément 5 étoiles, mettre des commentaires, et puis répéter ça sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. C'est vrai que les étoiles, ça ne s'additionne pas. Hein. C'est pas chacun qui met 1 étoile et puis après on compte à la fin. C'est chacun met 5, hein, évidemment. Et ils font une moyenne. C'est une opération mathématique assez complexe, mais effectivement... Exceptionnellement, on tolère le 4 étoiles. Il y a des fois où on bafouille un peu... Mais quand même, la qualité de nos discussions mériterait un 5,5 même. Ouais, mais il n'y a que 4 étoiles dans le système. Donc, non, visez, 5. 5. Ah oui, c'est vrai, ça. Tu vois cette petite bafouille fait qu'on perd des étoiles. C'est vrai. Allez, on va essayer de rattraper le niveau de l'épisode avec Simon des Carpentries. Et j'ai bafouillé même sur le nom, donc je vais te laisser te présenter toi-même. Du coup, Simon, la parole est à toi. C'était pas mal. Il y a un petit accent anglais sur le nom de famille qui rendait pas mal. Donc, Simon de Carpentries, bonjour à tous. Simon, qu'est-ce que tu fais chez NetApp ? À part les chocolats, bien sûr. Oui, à part des chocolats, je m'occupe du développement des solutions. Donc, je traite les sujets sous un angle un petit peu différent que l'angle technique et j'essaye de m'intéresser à des sujets comme l'intelligence artificielle, le big data, la protection des données, ce qu'on appelle les applications d'entreprise critiques. Voilà. Et je gère un petit peu l'écosystème qui va autour de tout ça. C'est tout un programme. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire l'épisode sur le stockage objet. Et ça aussi, c'est tout un programme. Et je crois savoir que tu as une façon toute personnelle de présenter le stockage objet. Et je vais te laisser peut-être nous présenter ta vision de l'object storage. Et puis, messieurs, évidemment, vous êtes toujours les bienvenus. Parce qu'il paraît que je parle trop. Donc, je vais parler moins et je vais laisser la parole déjà à notre invité. Déjà, tu mettrais moins de « quand tu parles. On limiterait le podcast de quelques secondes par épisode et qui peuvent se cumuler, pas comme les étoiles, rappelez-vous, 5 étoiles, qui peuvent se cumuler en plusieurs minutes. C'est vrai. En tout cas, moi, je salive déjà. Hein, rien qu'en attendant d'attendre le discours de Simon, j'en salive d'impatience. Ah oui, c'est vrai. Alors Simon, le stockage objet, qu'est-ce que ça t'inspire ? Comment est-ce que tu l'expliques à nos clients ? Écoute, le stockage objet, je l'explique en général. Je repars sur les notions d'objet parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est qu'un objet, bien entendu, et parce qu'après tout, on stocke des objets avec le stockage objet. Et puis, récemment, j'ai fait une petite analogie pour essayer d'expliquer ce qu'était l'intérêt des métadonnées dans le stockage objet. Parce qu'il y a une chose qui est très très importante dans le stockage objet, ce n'est pas juste une faculté à stocker, ce n'est pas juste une faculté à distribuer la donnée, à y accéder par une interface ou une API qui s'appelle S3 en l'occurrence, mais c'est aussi la notion de métadonnées qui tourne autour de l'objet.
et qui permet d'ouvrir à plein de nouveaux cas d'usage qui ne sont pas seulement du backup, de l'archive ou des choses comme ça, mais qui sont des cas d'usage à bien meilleure valeur ajoutée. Et donc, j'ai fait une petite analogie juste avant Noël avec une boîte de chocolat. Je suis parti de l'idée que quand on reçoit une boîte de chocolat à Noël, on est toujours en train d'ouvrir la boîte et puis tous les chocolats se ressemblent. Et en fait, ils n'ont pas tous le même goût. Il y a même des trucs qui sont un peu louches parfois, qui sont pas bons du tout, et on aurait bien aimé le savoir avant de goûter le chocolat. Donc, je suis parti de cette petite analogie et j'ai essayé d'expliquer ce qu'était que la métadonnée, c'est-à-dire la possibilité de connaître un objet, toutes ses caractéristiques avec des métadonnées, des attributs, avant même qu'on ait besoin de goûter le chocolat. Et cette analogie, je l'ai utilisée un petit peu jusqu'au bout dans un cas d'usage qui était le tri, la segmentation, la qualification de ce que sont ces objets en utilisant les métadonnées. Alors moi, je sais déjà faire ça. Je prends une base de données et puis je renseigne des tables et puis je sais que tel chocolat, par exemple, il a la propriété que c'est du chocolat noir. Et puis j'ai ma base de données et puis je mets tous mes chocolats dans des dossiers. Alors pourquoi je continuerai pas à faire ça comme ça? Alors, attends, Yann, c'est le seul qui a vraiment une base de données pour gérer ses chocolats. C'est un point de Non, détail, mais c'était ça a son complètement importance. hypothétique. Moi, j'ai des tiroirs, c'est vrai. Non, Pas non mais plus un gros geek. il essaye de me challenger un petit peu. Non, mais en fait, tu vas avoir un problème, Yann, avec ta base de données. Parce que ta base de données t'oblige à savoir exactement à l'avance quelles questions tu vas poser à ta base de données pour avoir de l'information. Donc, tu vas devoir structurer ta base de données. Et quand tu auras une question un peu louche, un peu bizarre sur ta base de données, ta base de données ne sera absolument pas structurée pour que tu puisses répondre à cette question. Eh ben, je vais être obligé d'adapter mon code, effectivement, et je vais être obligé de maintenir des index différents dans ma base de données en fonction des renseignements qui sont intéressants. Exactement. Et dans mon analogie, j'ai pris l'exemple des répertoires dans lesquels tu trierais c'est des réceptacles dans lesquels tu trierais tes chocolats. Et si tes chocolats ont des caractéristiques multiples et différentes et combinés complètement différemment les uns des autres, par exemple, j'ai pris l'exemple du chocolat alcoolisé, du chocolat avec de l'huile de palme, du chocolat avec des amandes ou praliné. Eh ben, si tes chocolats ont plusieurs caractéristiques en même temps, tu es bien embêté quand tu dois les trier dans des répertoires. Tu vas avoir exactement les mêmes problèmes quand tu vas devoir les trier dans ta base de données. Donc, il faut mieux garder les chocolats dans une boîte à plats et avoir dessus des petites étiquettes qui disent ce qu'il y a dedans, qui disent ce qu'il y a dans ces chocolats. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. Et comme ça, tu fais ton choix et tu n'as pas besoin de trier tes chocolats et tu peux poser n'importe quelle question à ta boîte de chocolat qui va te répondre prends celui-là parce que tu m'as demandé amandes et praliné en même temps. Alors, je rappelle, là, on parle de chocolat alcoolisé, hein, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, attention. Toujours. Bien entendu. Et puis moi, honnêtement, j'aime pas les chocolats alcoolisés. Tu préfères l'alcool tout court. C'est dommage de mettre du chocolat dans de l'alcool et de l'alcool dans du chocolat. Enfin, franchement. Yves, tu avais une question pour Simon? Ouais, tout à fait, oui. Alors, c'est vrai que le stockage objet, c'est pas tout neuf, hein, c'est pas sorti sur le marché il y a 6 mois. Ça fait quand même quelques années dont on en parle. Donc, quelle est ta vision? Quel est ton historique sur le stockage objet sur les dernières années? Comment est-ce que tu vois l'évolution du marché? Alors, il y a c'est pas nouveau le stockage objet, hein, ça date, je vais dire, d'il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années maintenant. On utilise du stockage objet pour des cas d'usage très spécifiques, par exemple pour stocker le dossier patient dans le monde de la santé, parce que la radio elle-même, c'est l'objet. Et les attributs de la radio, c'est pas alcool et tout ça, mais les attributs de la radio, c'est quel médecin a été consulté, quel était le diagnostic rapide, quel était l'hôpital dans lequel le patient avait consulté, etc. Donc toutes ces données, finalement, c'était des données qui sont aussi importantes que la radio elle-même. Donc dans le monde de la santé, on a beaucoup utilisé le stockage objet. Est-ce qu'on utilisait S3? On n'utilisait pas forcément S3. D'ailleurs, Donc on distingue les deux. La première interface d'accès à du stockage objet, c'est une interface qu'on a tenté de standardiser qui s'appelait CDMI.
C'était un standard, mais le standard n'a absolument pas été utilisé puisque S3 a pris le pas, a pris le lead, et finalement S3 est devenu un standard de facto. Puis il y a d'autres standards comme Swift dans le monde OpenStack qui aussi sont des interfaces pour accéder à de l'objet. Alors S3, faire attention, S3 n'est pas un protocole. Beaucoup de gens appellent S3 protocole. C'est une API encapsulée dans un protocole qui est toujours HTTP, HTTPS en particulier, qui transporte l'API, mais l'API est S3. D'ailleurs, c'est ce produit-là qui a rendu célèbre Amazon Web Services et qui a fait tout le succès qu'on le connaît aujourd'hui. Je crois bien. Exactement. Il y a une particularité aussi du stockage objet, c'est qu'on ne sait pas faire, c'est pour ça que le stockage objet ne remplacera pas les stockages existants, comme le NAS ou le SAN en général, c'est que le stockage objet, on ne sait pas faire de transactionnel dessus. On sait faire que du put, c'est-à-dire on pose un objet dans sa globalité, ou du get, on récupère un objet dans sa globalité. Donc c'est fait pour de la donnée non structurée, pour aller la poser sur une grille de stockage ou pour aller la récupérer. Et c'est simplement l'application, une fois qu'il l'a récupéré, qui va manipuler l'objet éventuellement. Mais on ne sait pas faire comme sur une base de données, accéder, faire des I/O sur un objet qui serait sur une grille. C'est juste pas possible. La métadonnée, je pense toujours à métadonnée, un système d'index. Alors, comment est-ce que c'est un caractère principal du stockage objet, évidemment? Est-ce qu'il y a des systèmes complexes à maintenir séparément pour maintenir cette métadonnée, pour l'indexer, pour la sauvegarder, ou est-ce qu'elle fait partie intégrante de ce système de stockage objet? Elle fait partie intégrante du système de stockage objet. Et la particularité, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette métadonnée pas seulement pour interroger la grille, mais aussi pour déclencher des actions sur la grille. Comment on fait en sorte qu'un objet qui aurait tant d'années d'âge ou de mois, eh bien, comment on fait pour le déplacer sur un pool de stockage qui serait plus adéquat, plus pertinent pour des données dites tièdes ou des données dites froides. Donc, la métadonnée va être utilisée pour déplacer automatiquement la donnée sur la grille et la mettre au bon endroit. Et ça, même sur des données qui seraient déjà sur la grille de stockage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne en tâche de fond, qui déplace les données en fonction de métadonnées, des métadonnées. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vraiment très bien s'adapter sur des environnements qui sont géographiquement dispersés. Exactement, mais ça c'est une autre particularité du stockage objet, c'est la distribution de la donnée. Toute la grille discute en IP, en mode complètement asynchrone. Donc un objet, on pourrait très bien, pour revenir sur l'exemple de la santé et de l'hôpital, on pourrait avoir un objet qui arrive sur la grille, qui est systématiquement copié à un autre endroit de la grille, parce qu'on a besoin de garder au minimum 2 versions de l'objet, enfin en tout cas 2 copies de l'objet. Une grille est autorésiliente, elle protège elle-même ses données. Et qu'à partir du moment où, dans l'hôpital, le patient ne s'est pas présenté pendant 3 mois, on peut décider que la première copie, qui était restée dans l'hôpital pendant un deuxième temps, va aller à un autre endroit pour libérer de la place sur le nœud ou l'infrastructure de la grille qui se trouve dans l'hôpital. Donc on passe son temps à déplacer les objets en fonction des métadonnées. Alors tiens, je vais te challenger un petit peu. Tu as dit que le stockage objet ne va jamais remplacer le SAN ou le NAS. Néanmoins, ça fait quand même quelques années où on entend certains fournisseurs qui ne jurent plus que par le stockage objet et qui prédisent que le stockage NAS, NFS ou même CIFS, dans quelques années, c'est fini, on n'en parle plus. Alors c'est vrai que finalement, quand tu regardes un home directory dans une grande entreprise où les gens vont y poser les films du chien qu'on vient d'adopter ou les derniers fichiers Word qu'on regarde jamais, du NFS versus du objet, est-ce qu'il y a un sens? Alors, il faut vraiment voir, il faut qualifier en fait ces données, voir celles qui sont éligibles pour le stockage objet et celles qui sont éligibles pour le NAS ou pour le SAN. Mais quand on regarde, quand on qualifie ces types de fichiers, on s'aperçoit que le stockage objet est plutôt intéressant pour ce que j'appelle moi de la donnée figée. C'est c'est-à-dire la donnée qui a été créée une fois,
éventuellement et souvent consultée, mais très très peu modifiée. Ou alors, quand on la modifie, en général, on en crée une deuxième version. C'est le cas des photos, de la vidéo, ou si on modifie une vidéo, on garde une version N+1 de la vidéo, mais on passe pas son temps à modifier la même version. C'est pas là-dessus que ça va se jouer. Donc des données figées, des données qui vont nécessiter des versions multiples, mais qui sont finalement relativement peu modifiées, mais souvent utilisées. Donc tous ces types de données, on va retrouver tout un tas de données de ce type-là. Des factures, des logs, des brevets, des documents n'ont pas vocation à rester sur du NAS aujourd'hui. La seule chose qu'on va faire avec ces objets, c'est faire du put ou du get, c'est-à-dire éventuellement récupérer l'objet à un moment donné ou le reposer sur la grille quand on a fini, dans une nouvelle version, quand on a fini de le modifier. Du coup, c'est parfaitement adapté pour stocker des vidéos de chatons, quoi. Et oui, mais d'ailleurs, les grands de l'Internet, tout ce qui est YouTube et autres, utilisent du stockage objet. C'est du stockage objet qu'il y a derrière. Très bien. Et justement, vu que tu vois quand même beaucoup de clients, est-ce que tu as vu une évolution sur leurs interrogations, leurs demandes par rapport à justement ce que c'est que le stockage objet ces dernières années? Oui, et dans des domaines particuliers. Alors, il y a une phase, on parlait souvent de services de fichiers de type OneDrive, de type Dropbox d'entreprise. Tout ça, c'est ce qu'on appelle... ça répond à la question que tu posais tout à l'heure sur les User Home Directory. Donc, on peut très très bien, par des mécanismes comme ça, de partage de fichiers, utiliser le stockage objet en socle. Et puis, il y a des nouveaux cas d'usage aujourd'hui, de plus en plus, sur le big data et sur l'intelligence artificielle. Parce que pour faire du big data ou de l'intelligence artificielle, nos clients créent des data lakes. Ils ont besoin de stocker de la donnée massivement. Et le stockage objet est aussi une solution très adaptée au stockage massif de données. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que ça, c'est un sujet qui effectivement revient souvent. J'ai souvent des conversations avec les clients qui me disent le stockage objet, oui, mais pour de l'AI ou du machine learning, c'est pas adapté parce que c'est lent. Quelle est la différence entre ces data lakes qui ont besoin d'IOPS, qui ont besoin de très faible latence et qui ont besoin de performance, et ces autres data lakes que tu viens de mentionner, qui sont plus sur un mode objet à retrouver et à stocker des objets, donc a priori plutôt en lecture seule. Qu'est-ce qui va driver cette différence-là? Alors, quand on fait de l'intelligence artificielle, tu as raison, on a besoin de latence minimale et de performance très très importante, tout simplement parce que les plateformes qui font de l'intelligence artificielle, par exemple, si elles sont basées sur du GPU, il faut les alimenter en permanence et il faut leur fournir à manger, quoi, tout simplement. Donc il faut effectivement de la performance et très peu de latence. Mais le stockage objet, même dans des architectures comme ça, est une réponse parce qu'en fait, les datasets qu'on fournit à la plateforme de data science sont en général des extracts qui viennent du data lake, qui lui-même est du stockage objet. Donc il y a une notion un peu de tiering finalement, de données tièdes, de hiérarchie dans la donnée. Et le data lake peut par exemple faire des dizaines de pétas, pourquoi pas. Mais quand on va fournir un dataset, ce sera un extract du data lake qui va fournir un dataset qui sera plus petit et qui lui sera posé près de la plateforme de data science qui, elle, a besoin de performance. Très bien. Moi, je rêverais ce vieux paradigme de dossiers et de fichiers sur nos ordinateurs qui n'a jamais évolué depuis les années 70 que les premiers systèmes de fichiers ont été inventés, 70, peut-être années 60. On a toujours ce boulet au pied de répertoires et de fichiers dans les répertoires, même si les OS modernes essayent de combler un peu ce manque en permettant d'ajouter aux fichiers des tags ou des labels, etc. Mais en réaction à ce que disait Yves, j'adorerais qu'on supprime complètement le NFS. Ne dites à personne que je n'ai dit ça, que j'ai dit ça.
Et parce que finalement, cet usage du NFS et de cette structure qui nous a été imposée il y a 30 ans ou même plus, n'a plus vraiment de sens aujourd'hui sur beaucoup de use cases. Évidemment, il y a le côté pratique et c'est pour ça que c'est toujours extrêmement fort et toujours adopté, mais les promesses du stockage objet réellement permettent une vraie modernisation des systèmes de fichiers et même, pourquoi pas, pour les systèmes de fichiers utilisateurs jusque dans son PC. Mais ça, l'avenir nous dira s'il y a une vraie transformation qui s'opère à ce niveau-là. Après, il y a quand même d'autres cas d'usage NFS qui sont à côté du système fichier, hein, les bases de données Oracle, les VMware en data store, etc. etc. hein. Donc, Bien sûr, tout ce qui tourne autour d'Ethernet quand on ne veut pas forcément utiliser un système SAN pour des raisons multiples et variées. Donc non, la mort du NFS, je ne la souhaite pas, mais j'aimerais tellement que le Object Storage soit beaucoup plus adopté que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on parle d'adoption rapidement, est-ce que tu vois des nouveaux cas d'usage fleurir aujourd'hui qui vont utiliser du stockage objet? Bah, les cas d'usage, alors les plus en vogue en ce moment, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la sauvegarde, l'archivage, hein, parce que c'est particulièrement adapté pour faire ce genre de choses. Et puis, tous ces cas d'usage dans le big data, pas seulement l'intelligence artificielle, mais dans le big data, des plateformes comme Spark savent parler objet aujourd'hui. Elles savent d'ailleurs aussi parler NFS, hein, tout à fait. Donc, elles savent parler objet. Et on sait que Spark, c'est du in-memory. On revient à notre principe de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va chercher la donnée sur une grille et on la ramène en mémoire pour la traiter en mémoire. Et ensuite, déverser les résultats sur la grille, pourquoi pas, ou sur d'autres systèmes ou sur d'autres applications. Donc, il y a des cas d'usage autour du big data. Il y a les métadonnées en elles-mêmes sont très très importants hein, pour mettre en place ces cas d'usage. On peut faire de la recherche directement sur la grille. Je citais un exemple hein, dans l'article sur les chocolats. Imaginons qu'on mette un moteur de NLP, hein, de langage naturel, en frontal de la grille. On pourrait interroger la grille sur n'importe quel critère et grâce aux métadonnées, pouvoir répondre à n'importe quel type de question. Donc là, on est sur de la recherche, tout simplement, de la recherche intelligente d'informations sur une grille. Donc ça aussi, c'est un cas d'usage. En fait, la métadonnée devient presque plus importante que la donnée elle-même. Exactement. Parfois, elle devient plus importante que la donnée. Ça dépend qu'est-ce qu'on décide d'exposer comme information via les métadonnées. On peut rester dans un système NFS traditionnel où finalement la métadonnée, il y en a, mais c'est le nom du fichier, la date de création, le nom éventuellement de l'auteur, quoique le nom de l'auteur, il est plutôt dans le fichier lui-même que dans la métadonnée. Hein, c'est une bidouille hein, qui fait qu'on affiche le nom de l'auteur. Mais si on avait des dizaines et des dizaines de métadonnées, on verrait de quoi est fait l'objet avant même d'ouvrir l'objet. C'est très très important. Alors j'ajouterais comme cas d'usage hein, tout ce que pousse, alors je vais citer Amazon parce qu'ils sont quand même un énorme contributeur de l'adoption du stockage objet pour ce qui est de ce qu'ils font depuis très longtemps, héberger du site web, des applications web et des applications on va dire cloud native. Depuis longtemps ils invitent leurs clients à mettre toutes leurs assets web par exemple, alors il peut s'agir de pages HTML, d'images etc. dans du S3 au lieu de mettre ça dans du file system sur le frontal web qui hoste l'application. Pourquoi ? Parce que ce frontal web, il est extrêmement dématérialisé et puis il est parfois et souvent stateless. Donc on va aller chercher toutes ces pages web, toutes ces images dans une base objet, S3 pour le coup. Et pour tous ces stockages de données de type, alors je vais dire blob, entre guillemets, et là on retrouve des cas d'usage comme Netflix, comme YouTube. Alors je ne sais pas précisément s'ils utilisent du stockage objet, mais en tout cas ce seraient des use cases parfaitement adaptés au stockage objet. Là on rentre dans le cas d'usage qu'on appelle CDN, Content Delivery Network. Exactement. Et la particularité du stockage objet qui est complètement distribué, justement permet de créer ce qu'on appelle un Content Delivery Network. Si vous allez chercher une vidéo sur YouTube aujourd'hui, quand vous sollicitez la plateforme YouTube, vous allez sur un site web, un frontal web, mais au moment où vous allez récupérer en stream la vidéo, elle a de grandes chances d'arriver d'un endroit qui est proche de chez vous.
c'est ce qu'on appelle un Content Delivery Network. Donc, vous sollicitez la plateforme YouTube, mais en fait, la vidéo est streamée depuis une plateforme comme Akamai ou autre qui est proche de chez vous et qui est finalement le Content Delivery Network, qui vous rapproche de la donnée de son usage. Alors, Et est-ce il y que a- c'est-à-dire que les chocolats, par exemple, la vodka, seraient dans un content delivery en Russie, et puis les chocolats avec de la menthe seraient sur un content delivery en Angleterre? On peut imaginer des choses comme ça? Ben, s'il y a plus de gens qui mangent du chocolat à la menthe en Angleterre, oui, et c'est le cas, il y a plus intérêt de les rapprocher de l'endroit où ils vont être consommés, effectivement. Et puis il y a un autre cas d'usage qui est un cas d'usage que j'appellerais hybride, qui est intéressant. Imaginons qu'on traite de la donnée sensible, des photos de biométrie ou des choses comme ça, et que c'est notre métier de traiter des données de biométrie. Donc on prend des photos dans la foule et on prend donc ces visages qui nous arrivent, qui sont sensibles, hein, bien entendu. Eh bien, est-ce qu'on a besoin, par exemple, pour analyser ces photos et d'en tirer de la valeur, est-ce qu'on a besoin de mettre en place chez soi tous les algorithmes qui vont analyser ces photos? Est-ce que ces algorithmes n'existent pas ailleurs? Alors imaginons que la grille de stockage objet soit chez soi, avec toutes les photos qui restent protégées, sous contrôle, et qu'à un moment donné, on ait besoin d'aller chercher un service sur Internet, sur un hyperscaler, par exemple, de reconnaissance biométrique, et on voudrait savoir qui, dans toutes ces photos, qui est en train de sourire, qui est joyeux, voilà, de ce genre de questions bêtes. Alors, soit on analyse la photo à chaque fois qu'on a besoin de savoir, ça devient complexe, beaucoup de compute, etc. Soit on balance la photo temporairement sur une plateforme, en mode crypté, pourquoi pas, mais on fait de l'analyse chez un hyperscaler et on ramène la photo, ou en tout cas, simplement la donnée, la métadonnée, disant que sur la photo, il y a quelqu'un qui sourit, Et là, j'ai quelqu'un qui est presque plus joyeux. besoin de la photo. Et là, on n'a plus besoin de la photo. Donc on a un scénario hybride où on utilise aussi les services apportés par les hyperscalers pour enrichir la donnée et quand même conserver la donnée enrichie chez soi. Très bien. Bon, je pense que ça nous a donné un aperçu plutôt exhaustif de ce que l'object storage permet aujourd'hui. Alors, nos clients, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font avec l'object storage? Alors, on a plein de sujets à aborder là-dessus. Comment, chez NetApp, on valorise quelles sont dans nos solutions là où on permet d'utiliser l'object storage et comment NetApp le valorise, ce fameux object storage? Alors il y a déjà on parlait de tiering ou de hiérarchisation de la donnée tout à l'heure. Dans nos solutions, il y a la possibilité de hiérarchier, de donner, C'est difficile comme mot hiérarchisé, je trouve. hiérarchiser la J'ai donnée. réussi à le dire. Effectivement, oui. Tout à l'heure, j'ai bafouillé aussi sur autre chose. Tu as remarqué, Yann. Donc, on peut hiérarchiser la donnée. Donc, ce que je souhaitais demander à Guillaume, c'est comment fonctionne cette notion de tiering entre du stockage primaire et du stockage secondaire qui serait en l'occurrence du stockage objet. Alors, Simon, t'aimes bien les analogies avec les chocolats. Moi, j'ai une analogie par rapport à ça avec la bière. La bière, elle est conservée au frais dans le réfrigérateur et on la sort du réfrigérateur pour la consommer. Et c'est exactement la même chose avec les données. Les données, elles ont une température. Elles peuvent être chaudes, elles peuvent être froides. Une donnée chaude, c'est une donnée qui a été utilisée récemment et qui potentiellement va être réutilisée dans très peu de temps. Une donnée froide, c'est une donnée qui n'a pas été utilisée depuis un certain temps. Et donc, on va traquer qu'est-ce qui est donnée froide, donnée chaude, et on va aller le faire jusqu'au niveau du bloc, et donc permettre de dire, ces blocs froids, pourquoi les avoir à portée de main alors qu'on pourrait les laisser dans le réfrigérateur du data center, effectivement, l'object storage. Et donc, on va, avec du tiering automatique, en fonction de policy, de règles, en fonction de la criticité des accès, des données, d'un certain nombre de facteurs, qui sont très simples à mettre en œuvre, ce n'est pas quelque chose de compliqué à configurer.
On va très simplement dire, voilà, les données chaudes sont accédées et sont sur le SSD. Les données froides sont posées dans l'object storage, mais, et c'est toute l'importance des métadonnées, les métadonnées sont conservées on-prem de manière à ne pas impacter les utilisateurs, les applicatifs. Et pour eux, c'est transparent et les données sont gérées de manière optimisée, et ce qui permet de proposer des solutions qui sont performantes et économiquement très intéressantes pour nos clients. Alors, ça a l'air très bien, cette histoire de stockage objet. Alors, ce serait bien quand même si NetApp avait quelque chose pour stocker ces objets. Qu'est-ce qu'on a dans nos catalogues de solutions ? Bah écoute, on a le stockage objet dans nos solutions depuis à peu près 2010, voire même avant. C'est une technologie qu'on avait rachetée à l'époque d'une société qui s'appelait Bycast. On a évangélisé pendant des années sur cette technologie avec des très très beaux projets, en particulier chez des fournisseurs de stockage as a service dans le monde de la santé. Je le citais tout à l'heure, comme des clients comme Iron Mountain, qui sont spécialisés sur ce stockage à valeur, pas à valeur probante, mais en tout cas à valeur très sensible, et qui stockent des données patients, en l'occurrence. Donc ça, c'est une technologie qu'on a fait évoluer pendant des années pour être aujourd'hui extrêmement mature. Et la particularité de cette solution, qui s'appelle Storage Grid, c'est qu'elle a un moteur de gestion des métadonnées, un moteur de placement de la donnée particulièrement bien fait, qui permet justement d'exploiter toutes ces métadonnées de façon très très intelligente. Et oui, la grande force de Storage Grid, sur ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport au chocolat anglais à la menthe et au chocolat russe à la vodka, Storage Grid va baser beaucoup de ses fonctionnalités sur les métadonnées qu'on trouve dans les objets. Donc on va pouvoir créer des règles qui vont dire, pour telle métadonnée qui est présente dans tel objet ou dans tel bucket, je souhaite que si la métadonnée est country égale Japan, par exemple, je vais mettre, ma grille est composée de différents membres qui sont éclatés autour de la planète, et je souhaite que cette donnée soit en priorité accessible du Japon, et ainsi de suite, en fonction de tous les tags qu'on met. Alors, quelques particularités liées au stockage objet quand même. On n'a plus de structure de dossier et de fichiers, et puis on n'a plus de sauvegarde. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Ce serait en tout cas, s'il y avait besoin de sauvegarde sur une grille de stockage objet, ce serait un vrai problème. Parce que là, on est en train de parler de conteneurs de données qui peuvent évidemment commencer petits, mais qui peuvent aller très très gros. On est sur du stockage à plat, c'est parfois des centaines de millions de fichiers, ou d'objets plutôt, qui sont stockés sur la grille. Si on avait besoin de mettre du backup en place, ce serait très compliqué. Donc la grille est en fait ce qu'on appelle auto-résiliente. Imaginons qu'on définisse une règle où il nous faut absolument 3 versions de l'objet stockées à 3 endroits différents, et qu'on veuille maintenir cette règle en place. La grille va s'arranger pour que cette règle en place soit toujours respectée. Si on perdait à un moment donné un nœud de la grille, eh bien la règle serait réappliquée immédiatement pour qu'une troisième copie imaginons que la troisième copie était sur le nœud qu'on a perdu, eh bien, la grille va s'arranger pour qu'une troisième copie soit recréée systématiquement. Donc, on aura toujours cette règle respectée. Et ça, c'est un fonctionnement de la grille de base. Et c'est une question qui nous venait régulièrement, alors moins aujourd'hui, mais au début, quand on a commencé à parler Object Storage, tous les clients voulaient savoir « Ah oui, c'est très bien, mais alors surtout, comment est-ce que j'intègre ça avec mon NetBackup, Vim, etc. Comment est-ce que je backup ma grille ?» Eh bien non, la grille, on ne la backup pas. Alors c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions, parce que tous les clients n'ont pas besoin de partir avec une grille multisite, avec 3, 4 sites, avec des pétas de données. Donc on voit arriver, avec la démocratisation de l'object storage, on voit arriver des petits besoins d'object storage. Et là, les systèmes de grilles objets traditionnels ont du mal à répondre, parce qu'on va avoir parfois besoin de quelques téras ou quelques centaines de téras de données. Et là, économiquement, ça devient difficile à justifier une vraie grille. Donc, à cet effet, on peut évoquer le fait que depuis ONTAP 9.7 et de manière publique sur ONTAP 9.8, ONTAP propose le protocole S3 comme protocole front-end cette fois, c'est-à-dire que vous allez pouvoir pointer vos applications
vers ONTAP. Il y a des astérisques à mettre dans ce que je suis en train de dire, parce que ce n'est pas forcément un système qui est S3 compliant ou avec l'ensemble des instructions S3 implémentées, mais c'est quelque chose qui a déjà un certain nombre de use cases, comme du backup ou comme utilisé en tant que destination de fabric pool dont on vient de parler. Et c'est quelque chose qui peut rendre service pour ça. Donc en gros, chez NetApp, on a deux options. Storage Grid, pour la vraie grille massive multigéographique et pour implémenter un système robuste de stockage objet. Et puis tout simplement ONTAP pour implémenter un système objet light pour des besoins, je dirais, un peu plus annexes. Ça résume un petit peu l'offre de NetApp sur l'object storage. Et le podcast de NetApp France est hébergé sur du stockage objet, parce que Yann est tellement bavard qu'il faut pouvoir conserver des terras et des terras, voire des pétas de données. L'esprit de synthèse, monsieur, l'esprit de synthèse. Je crois que le terme zettabyte a été inventé pour moi, en fait. On va stocker un gros péta. Non, ça résume bien. Je reviens à ta question, Yann. Ça résume bien. ONTAP S3 peut répondre aussi à des cas d'usage très spécifiques qui seraient des cas d'usage applicatifs, où on aurait un silo applicatif qui aurait besoin de parler objet, qui n'a pas besoin de distribuer la donnée. On n'a pas besoin de mettre en place ce qu'on appelait le Content Delivery Network qui va derrière, mais l'application a besoin de parler S3 pour stocker et pour récupérer. Et voilà. Mais dans ce cas-là, peut-être que ce ONTAP S3 aura besoin de backup. Tout à fait. C'est une question. C'est bien possible. Alors, j'aime pas réduire le... C'est vrai que souvent, quand on parle d'object storage, on associe souvent le terme backup. Je grince des dents à chaque fois que j'entends ça, parce que pour moi, il y a tellement plus de use case à l'object storage. Mais, alors revenons au système de backup, et revenons peut-être à NetApp. Effectivement, moi je pense à deux choses sur ce sujet-là. Deux services. L'un, c'est la faculté de ONTAP de backuper les volumes dans du stockage S3. Ça s'appelle SnapMirror to S3. Et c'est disponible depuis 9.7, 9.8. C'est peut-être du 9.8. 9.8. Il faudrait... merci Guillaume. J'allais dire il faudrait vérifier. Bien sûr que non, puisque Guillaume vient de nous confirmer. Et le pendant de ça dans le cloud, c'est Cloud Backup Service, Backup to Cloud. Et ça, encore, un use case natif d'implémentation de sauvegarde de la donnée de volume dans ONTAP directement vers le repository ou le bucket S3 de votre hyperscaler préféré, Azure ou AWS. Je crois que Google n'est pas encore dans la liste, et je me tourne vers Guillaume qui a évidemment réponse à tout. Je le vois le regard dans le vague là. Non, moi ce que j'explique, c'est que de toute manière, s'il n'y a pas les trois, dans pas longtemps, ils seront tous là. Une belle manière de voir les choses, très positive. Donc énormément d'options pour faire du S3 avec NetApp, plus particulièrement avec ONTAP, que ce soit en front-end ou que ce soit en back-end. Et peut-être que bientôt on pourra également utiliser une nouvelle option pour faire du stockage objet, S3 plus particulièrement. Tout à l'heure tu parlais de containers. Il faut savoir aussi que le monde Kubernetes évolue. Il y a des nouveaux standards qui arrivent régulièrement. Et il y a un nouveau standard qui est en cours d'écriture qui va s'appeler COSI, COSI, pour Container Object Storage Interface, qui permettra justement à l'intérieur d'un conteneur de parler à des buckets S3. Voilà, et ça c'est prévu pour le milieu d'année 2021. Et donc, soyez prêts à voir des choses arriver là-dessus. C'est presque étonnant qu'il n'y ait pas de standard dans Kubernetes autour du stockage S3, parce que c'est quelque chose qui est vraiment adapté au cloud native. Alors c'est vrai aussi que ça s'appuie sur un protocole bien connu qui est le HTTPS, donc il n'y avait pas forcément besoin d'un standard jusque-là pour ça, mais les usages se démocratisant, on arrive aujourd'hui à devoir implémenter effectivement quelques standards, une intelligence, notamment sur la partie cloud native et Kubernetes. Tu as dit COSI. Je ne peux pas ne pas donner l'occasion à Guillaume de placer un jeu de mots. Non, j'étais en train de regarder les statistiques de consommation et de production de vodka, parce que tu m'as quand même je suis un peu chafouin depuis tout à l'heure. Je m'appelle Sovinsky. Et c'est un peu plus polonais que russe. C'est polonais. Et la vodka, ok, la Russie, la vodka, mais la Pologne.
N'oublions pas la Pologne. Revois tes métadonnées, Yann. Revois tes métadonnées. Est-ce que nous avons fait le tour de la question de l'object storage chez NetApp et pas que chez NetApp en général? Est-ce que Simon, tu as quelque chose à ajouter? Oui, ce que j'ajouterais, c'est que le fait qu'on ait StorageGRID dans notre portfolio depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, ça fait de NetApp un expert du stockage objet depuis toutes ces années. Avril aussi- 2010, le Avril. rachat de Bycast Eh par ben, NetApp. bientôt 10 ans, effectivement. Ça fait de nous un expert du stockage objet, mais bien au-delà, on voit qu'on maîtrise plutôt pas mal toutes les interactions avec toutes les autres formes de stockage. Et ça, c'est important parce que le stockage tout seul, le stockage objet tout seul en silo dans un coin, si il n'y a pas toutes ces interactions avec du stockage primaire, type flash, via la fonctionnalité Fabric Pool, si on n'est pas ouvert vers les hyperscalers pour aller chercher du service chez les hyperscalers et faire revenir des métadonnées enrichies à l'envers, tout ça on maîtrise, parce qu'on maîtrise l'ensemble du spectre via ce qu'on appelle évidemment chez nous la data fabric. Donc ça, c'est une expertise qui bénéficie à nos clients dans une approche globale de gestion des données. On pourrait ajouter Cloud Compliance, qui s'intéresse à vos données, bien sûr, file system sur ONTAP, mais aussi au contenu de vos buckets S3 qui est capable de reporter l'utilisation type GDPR, HIPAA, PCI DSS, etc. sur le type de contenu de la donnée, être capable de reporter est-ce que Michel Dupont est mentionné dans tel ou tel bucket, table de base de données ou file system sur du système ONTAP, ça s'appelle Cloud Compliance. Et puis Cloud Sync, par exemple, tout simplement, qui est capable de transformer la donnée, pour le coup, et la mener d'un file system NFS, CIFS, vers du bucket S3 pour avoir un type de traitement qui est différent, et vice-versa. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question pour cet épisode. Je souhaite remercier nos auditeurs qui sont toujours avec nous, parce que c'est bien du courage. Je souhaite remercier évidemment Simon pour sa disponibilité très rapide pour enregistrer cet épisode qu'on voulait faire depuis longtemps. On voulait parler Object Storage, c'était un des sujets évidents pour ce podcast. Et forcément, je vais remercier aussi Guillaume et Yves pour leur participation. But of course. Merci à tous, excellente année encore. À revoir. Bonne galette. Au revoir. À bientôt. Tchuss. Bye. Au revoir. On arrête. Bah voilà, Allez, stop. c'est fait, ça va être un sacré bordel. En moins d'une demi-heure, ça va être chaud là. Dis donc, ce serait bien quand même si NetApp avait une proposition de stockage objet. Tu veux une réponse à ça, Yann? Ouais, je couperai le blanc. La question piège. On va la refaire. Mais dis donc, ce serait bien si NetApp avait une proposition de stockage objet. Mais Ouais, c'est vrai qu'il faut donner... Alors, qui veut la prendre, celle-là, d'ailleurs? Qui veut la prendre, cette question? C'est Guillaume ou c'est Simon? je peux la prendre. Tu peux la prendre? Mhm. Allez. Ouais, j'ai trop parlé. Si tu, avec C'est vrai. toutes les coupes que tu vas faire, si je tiens 10 secondes, ça sera déjà plus que sur tous les C'est autres vrai. podcasts. Donc, je vais arrêter de parler. Mais on va en rattraper des étoiles avec notre invité Ça va aujourd'hui. être coupé, ça. Ça va être coupé, ce petit... Et puis Par envoyer exemple. des sioux à l'arc Faut que je aussi. la refasse. Envoyer des sioux à l'ARC. L'ARC qui est l'acronyme de... C'était une bonne question. Lapin. Voilà, ça tombe à l'eau. Et là, Guillaume pourra faire une vanne sur on est tout cosy, c'est bien, chez NetApp. Prépare-la, ta vanne. C'est le seul truc que tu vas dire pendant l'épisode, donc du coup, essaye Mais- de faire impression. Mais vous savez tous que si c'est préparé, c'est pas bien. Généralement, c'est mieux quand... Voilà. Mais si c'est pas préparé, des fois, c'est pire. Ouais. Non.
Je propose de faire une pause pour que Guillaume puisse regarder ses notifications. Mais c'est le... C'est quoi? C'est le truc famille. Mais oui, ça c'est les hasards du direct. Donc Non, mais ça permet à tout le monde de participer à la vie Non, de Guillaume. je suis Non, en- mais je ne suis pas fâché, Guillaume. Je Je- me permets juste de remarquer. Je suis en ne pas déranger, le silence, le machin, partout sur le Mac. Le truc, c'est que les notifications famille prennent le dessus. On va faire un cours iOS.